Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à l'aéroport international de Doha. Toujours dans l'actualité nationale, réhabilitation de l'école fondamentale et du centre de santé de Dar es Bio où une délégation gouvernementale s'est rendue. Et enfin, dans l'actualité internationale, dans la page sport, Lionel Messi est sacré pour la 7e fois Ballon d'Or et meilleur joueur de cette année. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, comme je vous ai dit dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à l'aéroport international de Doha, où il a été accueilli à sa descente de l'avion par le ministre de la Culture du Qatar, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Tayeb Doubet Robleh, le conseiller en communication du président de la République, M. Naguib Ali Taher, le directeur département arabe au ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Douali, et le président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Hassan Waberi. Une d'honneur de la gare du Qatar a été dressée à son honneur. Rappelons que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, entame cette visite de travail de 48 heures au Qatar suite à l'invitation de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Au cours de son séjour à Doha, le président de la République a pris part plutôt à l'instar de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement des pays arabes à la cérémonie du lancement du nouveau tournoi pan-arabe de football qui a eu lieu ce soir. La visite du président Guelleh au Qatar sera essentiellement marquée par les entretiens au sommet qu'il aura avec l'émir Tamim bin Hamad Al Thani demain. Les relations au beau fixe entre les deux pays et les voies et les moyens de les promouvoir et les développer davantage seront abordés au cours de ces rencontres. Les discussions seront également étendues à l'identification des pôles nouveaux de coopération stratégique pour les deux nations sœurs aux liens anciens. Privilégier l'audience entre les deux dirigeants servira également de cadre à l'évocation d'autres sujets d'ordre régional, continental et international qui sont d'intérêt commun pour les deux pays et les deux peuples. Le chef de l'État est accompagné par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, durant son déplacement à Doha, au Qatar. Eh bien, comme je vous le disais, dans l'actualité nationale, au Qatar, la cérémonie d'ouverture de la Coupe arabe de football a eu lieu au terrain de football mythique Al-Bayt. Cette soirée a été ponctuée d'une cérémonie haute en couleurs avec des chants et des célèbres chanteurs du Moyen-Orient et des danses traditionnelles, mais aussi des poèmes. La Coupe d'Arabe des Nations de la FIFA a démarré dans une ambiance bon enfant avec notamment une grande influence des férus du football venant de différents pays. En somme, le Qatar a été en effervescence avant le début de la compétition tant attendue. Une fois la cérémonie terminée, le premier match a débuté avec le Qatar et le Bahreïn, véritable choc attendu par les spectateurs qui ont été dans une euphorie totale. Il convient de noter que 16 pays du monde arabe participent à cette compétition. Ils sont répartis entre le groupe le Qatar, l'Irak, comme vous le voyez sur le tableau, la Somalie, le Oman, dans la première la Tunisie, les Émirats arabes unis, la Syrie et la Mauritanie, dans le deuxième le Maroc, l'Arabie saoudite, la Jordanie et la Palestine. Composé d'un troisième groupe, enfin les Algériens seront opposés à l'Égypte, au Liban et au Soudan dans la poule D. À l'issue de 3 rencontres, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Retour à Djibouti où le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kal Mohamed, a reçu en début d'après-midi d'aujourd'hui le nouvel ambassadeur de Cuba à Djibouti, M. Marcelo Caballero.
Le diplomate cubain a remercié le Premier ministre pour son accueil et pour sa disponibilité. Il a en outre mis en exergue et informé le Premier ministre sur les différents programmes en cours entre Djibouti et la Havane et les voies et moyens de les développer davantage. De son côté, le Premier ministre et le chef du gouvernement par intérim, M. Abdoulrahman Al-Mohamed, a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate à Djibouti et lui a donné tout son soutien pour mener à bien son travail durant son séjour. Autre actualité nationale, une forte délégation ministérielle conduite par le ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage chargé des ressources halieutiques, M. Mohamed Awale, est composée du ministre de la Santé publique, Dr Ahmed Rob Abdillah, du directeur général de la pédagogie, Abdir Giri, et représentants du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, accompagnés de leurs principaux collaborateurs de leur département gouvernemental respectifs, se sont rendus dans la matinée d'hier dans la localité rurale de Daasbio. À leur arrivée sur place, les membres du gouvernement étaient accueillis par le préfet de la région, Moussa Aden Migeni, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd, les députés et membres de l'hémicycle national, Abdi Khair Bouh et Abdou Sikié et Ilm Abdouaïs, du président de l'annexe du RPP de Daasbio, Madi Omar Dir, ainsi que les chefs des différents corps sécuritaires basés dans les régions, des élus locaux, des nombreux hauts responsables originaires de la région, des chefs coutumiers, des éminents ulémas, des jeunes issus des milieux associatifs, des femmes actives de la société civile et par-dessus tout les habitants qui sont venus en liesse du village millénaire de Daasbio pour les accueillir. La visite de la délégation a débuté par l'inauguration d'un centre de santé intermédiaire flambant neuf doté d'un plateau technique performant et complet en soins de santé de base. La transformation du centre de santé centre sanitaire intermédiaire d'Daasbio a permis d'élargir les parquets d'activités en disposant de prestations nouvelles en santé, la mère de l'enfant, telles que le programme nutritionnel et une radiologie laboratoire entièrement équipée des programmes de maladies. Cette initiative d'extension des réhabilitations de l'école aussi de fondamentale du centre de santé d'Daasbio relève des responsables adéquats aux préoccupations prioritaires exprimées par les populations et dans la mesure où elles ont un impact concret et immédiat sur l'amélioration des résultats scolaires des enfants du village et sur l'accès des habitants aux services de santé de qualité. En premier lieu, les intervenants de la localité d'Daasbio ont souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle et dans la plus belle localité rurale du pays. Ils ont rappelé d'une manière brève que les multiples réalisations mises en œuvre au profit des habitants d'Daasbio et des secteurs environnants des brousses. Ils ont annoncé l'adduction de l'eau potable au profit des villageois, le raccordement du village au réseau électrique au chef-lieu, ville d'Ali Sébié, l'offre de quelques 500 chèvres ainsi d'origine alpine et l'offre multiple soutien aux agriculteurs pour ne citer que ceci. Eh bien, dans son discours, le préfet, puis le vice-président de l'instance régionale de la décentralisation, Saïd Agueldon, a souligné que ces dernières années, des projets relevant de plusieurs domaines sociaux ont été réalisés à Daasbio. Cette fois-ci, les structures plutôt de l'éducation nationale et de la santé publique qui ont bénéficié d'une réhabilitation complète, d'un renforcement considérable. Eh bien, à son tour, le préfet Moussa Migeni a rappelé l'importance vitale du projet Dryland pour la réussite de la résilience et les habitants d'Daasbio et ceux des secteurs environnants de la Bourse et contrôlés. Différentes réalisations de ce projet nous permettront effectivement de redynamiser le village de Daasbio qui a fortement été impacté par la disparition du chemin de fer. L'objectif de ce projet étant l'aboutissement de la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour le développement et l'épanouissement des communautés des régions rurales. Mesdames et messieurs, ce projet ne profitera pas seulement à la population de Daasbio, mais aussi de Douré en passant par Faradil. Effectivement, nous avons déjà vu les progrès de cette région, de cette localité, puisque nous n'arrivons plus à compter le nombre de créations de jardins qui se multiplient chaque jour. Nous étions à 40, aujourd'hui nous sommes à 73 jardins grâce au projet Dryland. Mesdames et messieurs, mon message pour les habitants de cette localité est de bien profiter de cette opportunité et de souvenir à leurs besoins afin de sortir de l'assistanat.
Eh bien, quant aux députés de la région, ils ont déclaré approuver plutôt les projets gouvernementaux et réalisés au profit de la population du village et d'Asbio qui ont bénéficié de fonds considérables d'investissement. Auparavant, a-t-il déclaré, l'endroit tirait de sa vitalité de l'ancienne ligne ferrée en service et l'arrêt depuis longtemps. Il possède de nombreux sites, ont-ils déclaré, historiques propices au développement de l'écotourisme. Pour ce qui est de la doléance réclamée, à savoir le bitumage de la piste reliant le village au chef-lieu de la région, la ville d'Ali Sébié, les élus nationaux ont promis de la soumettre au département ministériel concerné en charge de la construction des infrastructures routières. Eh bien, de son côté, le directeur de l'enseignement de base, Abdeldir Giri, quant au représentant du MENFOB, Abdeldir Giri, il a remercié au nom de son département ministériel à tous ceux qui ont de près ou de loin travaillé pour la réalisation des infrastructures scolaires dans le cadre du projet Dryland. Ce projet, a-t-il dit, a permis l'édification des 4 salles de classe équipées d'une salle multimédia avec 16 ordinateurs, 2 logements flambant neufs pour les professionnels de l'enseignement public. Des édifications qui ont permis, a-t-il dit, de transformer l'école de base intégrée de Asbio en une école fondamentale composée de tous les niveaux de l'enseignement de base et du moyen. Écoutons-le. Le projet a permis la réhabilitation de l'ancienne école, l'extension de l'école avec 4 nouvelles salles flambant neuves, une salle multimédia, un logement neuf pour les enseignants, le tout avec un équipement qui permet aux enseignants et aux élèves de travailler dans un cadre agréable. C'est un honneur pour la localité d'Asbio de bénéficier à la fois d'une école primaire réhabilitée, de nouvelles salles qui vont permettre de transformer cette école en une école fondamentale qui va commencer de la classe du préscolaire jusqu'en classe de 9e. Cela va permettre d'augmenter les effectifs des élèves. Les localités environnantes vont amener les enfants dans cette localité qui devient déjà un lieu qui va dresser tous les enfants de ces différentes localités. Grâce à ce projet de Dryland, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle va augmenter le nombre d'élèves inscrits dans tous les niveaux et dans toutes les classes. Je me permets de raccourcir mon discours, honorable invité, tout simplement parce que mon dernier mot, c'est que la deuxième phase de ce projet Dryland, qui sera également déployé dans les années à venir, doit prendre en compte aussi d'autres localités et dans d'autres régions. Comme ça, cette deuxième phase du projet Dryland, partie éducation, ce sont les autres localités des autres régions qui peuvent bénéficier. Eh bien, pour sa part, le ministre de la Santé s'est félicité de la réhabilitation complète du centre de santé local, de son extension par un laboratoire d'analyse sanguin, d'une salle de radiologie, d'une chambre d'hospitalisation pour les cas des patients admis en urgence, d'une salle d'accouchement bien équipée. Le chef du département de la santé a exhorté aux habitants d'Asbio de veiller à la préservation de leur centre de santé et de ses équipements modernes, aux professionnels en soins médicaux de travailler avec le professionnalisme conscient au profit de leurs compatriotes souffrants. De son côté, le ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage chargé des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a reconnu que ce moment d'inauguration des nouvelles infrastructures scolaires de santé marque l'histoire du village d'Asbio. C'est une véritable fierté pour nous et un acte important qui témoigne de la vitalité de la coordination gouvernementale, a-t-il dit, pour rappeler le projet Dryland, une initiative du gouvernement djiboutien et de la Banque islamique de développement suite à la sécheresse chronique qui a frappé le pays de la Corne d'Afrique, rappelons-le, de l'Afrique, en 2008. Eh bien, après la visite, cette forte délégation multisectorielle d'Asbio a clôturé par une visite guidée dans les différents agricoles qui ont bénéficié. Le projet Dryland, ces projets multisectoriels contribuent à lutter contre la pauvreté, l'exode rural face aux sécheresses récurrentes, tout en consolidant l'action gouvernementale visant à atteindre les objectifs de développement durable
Dryland est un projet pilote élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du programme des Nations Unies Village millénaire qui vise en priorité le renforcement des capacités en milieu rural dans l'optique de l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'accès des communautés locales aux besoins essentiels qui sont l'eau, l'éducation, la santé, l'énergie électrique, l'autonomisation de la femme. Son impact s'est traduit par un soutien au système de production agro-élevage, un appui à l'éducation dans le but d'assurer une scolarisation à tous les soutiens à la santé, à l'énergie, enfin à travers le développement communautaire. Ce projet est un projet qui nous tient vraiment à cœur, mais finalement aujourd'hui, nous voyons des réalisations tangibles. L'ASBio est en renaissance, c'est-à-dire la renaissance d'ASBio est entamée, et Inch'Allah, nous espérons que dans l'avenir, nous continuerons à progresser. Merci pour tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce vaste programme, et en tête, le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, donc, et tous les autres départements qui ont contribué à la réalisation de ces vastes projets. Autre actualité de ce soir, c'est aussi la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, présidente de la 40e session du Comité de la Femme de la Ligue arabe, qui a pris part hier à une session spéciale sous le thème « Hommes et femmes, ensemble, il est temps d'agir ». Cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de 16 jours pour lutter contre la violence à l'égard des femmes est organisée au niveau régional de la Ligue arabe en collaboration avec le bureau régional l'ONU Femmes pour la région arabe, le bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population, le HCR, l'Union générale des femmes, les Émirats arabes unis, présidée par la secrétaire générale adjointe et le chef département des affaires sociales, l'ambassadrice Haifadou Abdou. Et là, il y a vu la participation du directeur régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, M. Ayman Kabri, la directrice régionale du bureau de l'ONU du monde arabe, Dr Zuzan Mikhail, du directeur adjoint régional du FUNEAP des Nations Unies, Karina Nasrin, de la secrétaire générale de l'Union des Nations des femmes, Mme Noura Al-Zouidi, et du ministre du Développement social de la Jordanie, Mme Ayman Al-Mfli, et le collège chargé des questions des femmes de la famille des pays arabes. Eh bien, lors de cette réunion, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a prononcé un discours dans lequel elle a mis l'accent sur la lutte menée par la République de Djibouti contre toutes les formes de violence fondées sur le genre. Elle a informé que son ministère a mis en place plusieurs stratégies pour l'abandon total des MGF, qu'une conférence régionale même a été organisée en décembre 2020 sur le thème en matière de la santé. La ministre a souligné que le combat mené par le centre de référence Husseina pour la santé et de reproduction, la lutte contre le cancer du sein, l'utérus concernant les séjours d'activisme, pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, des campagnes d'information, de sensibilisation et agences des ateliers de discussion et des débats sur les thématiques qui sont organisés durant les 2 semaines en collaboration avec l'UFD, participation des associations des femmes, jeunesse, mais aussi des institutions étatiques. La ministre a indiqué que le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, dirigée par la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, et les associations et organisations nationales concernées mènent des campagnes et des ateliers de sensibilisation dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que la fréquence de ces activités augmente à des occasions pertinentes, telles que la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et à l'instar du reste des pays arabes. Tout à fait autre chose, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu dans son bureau Mme Emma Gouahanon, la nouvelle représentante résidente du PNUD à Djibouti. Cette cérémonie a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dini Abdallah, du directeur du conseiller technique du ministre de l'Environnement et la représentante résidente du PNUD, ont eu un échange fructueux sur l'environnement et le développement durable. Ils ont également discuté de l'état d'avancement des projets que le ministère de l'Environnement met en œuvre avec l'appui technique et financier du PNUD. Pour sa part, la représentante du PNUD a réaffirmé l'engagement du PNUD à appuyer le ministère de l'Environnement dans ses actions visant à protéger l'environnement et à mettre en œuvre les objectifs du développement durable. Sport, à présent, où le secrétaire d'État chargé du sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier M. Kaneda Masuki, représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale à Djibouti, nouvellement nommé.
Avec les civilités d'usage, les deux personnalités ont évoqué les relations bilatérales entre le Japon et Djibouti en matière de sport, ainsi que les voies et moyens de le promouvoir. M. Matsueki, pour la visite, le secrétaire d'État chargé du sport a fait un rappel express des objectifs et missions du secrétariat d'État à la jeunesse avant d'évoquer les différents volets nécessitant les compétences et le soutien de l'agence. À cet effet, M. Kaneda Matsueki a réitéré au ministre la disponibilité de l'agence japonaise et accompagne son département dans le but d'atteindre des objectifs. L'entrevue s'est déroulée en présence du coordinateur service volontaire, du responsable du projet de la JICA, du responsable de la communication du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Eh bien, dans le cadre des activités de soutien et de renforcement des programmes de santé, le secrétariat de l'IGAD a organisé une évaluation régionale ce matin au Campeski Hotel dans tous les États membres afin d'explorer l'état actuel et la mise en œuvre du domaine thématique de la santé conformément aux dispositions de la déclaration de Nairobi pour les réfugiés, les déplacés internes, les répatriés, les migrants, les populations mobiles, transfrontaliers et les communautés d'accueil. Cette réunion régionale consacrée à la lutte contre le paludisme a été inaugurée par Dr Hamdan Mustafa, représentant du Soudan et président de l'IGAD. Il a été suivi par Mme Fathia Aboubakar Alouane, ainsi que le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Tourab. Cette réunion qui va durer plutôt jusqu'au 2 décembre suivra les méthodes participatives avec des représentations des différents États membres. Eh bien, l'évaluation vise à identifier les lacunes et les goulettes d'étranglement des opportunités existantes et à formuler des recommandations pour l'amélioration et l'intégration à long terme. Écoutons le secrétaire général du ministère de la Santé. Cette réunion importante de concertation de haut niveau est organisée par l'IGAD. Elle est en lien avec la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi sur la santé des personnes réfugiées dans les pays membres de l'IGAD. Je rappelle que la République de Djibouti, depuis 2016, montre l'exemple avec l'engagement fort pris par notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui s'est exprimé sur la question au siège des Nations Unies à New York. L'objectif général de la réunion est de renforcer les stratégies de collaboration pour rendre plus opérationnel le protocole d'accord existant déjà et établi, tout en améliorant le lien de travail et de dialogue entre les établissements de santé de chaque pays et les organisations en charge de la gestion des camps des réfugiés, le HCR et toute autre organisation partie prenante de ce processus de mise en œuvre de la déclaration de Nairobi, aussi bien public, privé que communautaire. Nous sommes conscients que pour concrétiser cet objectif commun, tous les États membres de l'IGAD et toutes les autres parties prenantes, y compris le HCR, doivent suivre une feuille de route tracée dans la déclaration de Nairobi en identifiant des activités à mettre en œuvre, déclinées en plans d'action partagés entre les pays. Autre actualité, la Chambre de commerce de Djibouti a organisé hier son siège d'une journée porte ouverte pour les entreprises privées, nationaux et étrangères pour profiter des appels d'offres émis par l'armée française stationnée à Djibouti. Cette journée porte ouverte a été l'occasion pour les entrepreneurs djiboutiens et étrangers de discuter directement avec les chargés des projets d'achat de l'armée française stationnée à Djibouti. Elle a été également l'occasion de voir, mais aussi de répondre les demandes et besoins de l'armée française stationnée à Djibouti. Cette journée a vu la présence du président de la Chambre de commerce, Youssouf Msedawale, du secrétaire du général des forces françaises stationnées à Djibouti, le général Stéphane Dupont, de nombreux chefs d'entreprise nationaux et étrangers qui opèrent à Djibouti. Et bien, dans son discours prononcé à cette occasion, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le général Stéphane Dupont, s'est dit ravi d'être parmi eux. Il a affirmé sa disponibilité pour les chefs d'entreprise djiboutiens. C'est important, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, le Covid nous a un peu bloqués pendant 2 ans. Dès qu'on a une opportunité, on l'a saisi pour repartir ensemble, parce qu'il faut qu'on ait toujours ce lien d'échange
n'est pas que dans une logique financière, il y a une logique aussi humaine, de participation de la France via les FFDJ au développement et à l'économie, je vais y arriver, de Djibouti. Donc merci pour la mobilisation de la Chambre de commerce. En effet, c'est comme vous le dites, hein, c'est la maison mère et qui permet de rassembler, et c'est beaucoup plus efficace comme ça. Notre politique, c'est vraiment l'investissement ici, et c'est vraiment la marque, entre guillemets, de fabrique des FFDJ, mais c'est surtout la marque de la relation qu'on a entre la France et Djibouti et historique. Donc c'est très important, et je tiens à faire partager ce 4% de PIB, parce que c'est assez significatif, et c'est pas assez connu. Eh bien, le président de la Chambre de commerce de Djibouti a, dans son discours, rappelé l'importance de cette journée porte ouverte avec le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le général Stéphane Dupont. Écoutons-le. 2 ans dont nous n'avons pas eu cette occasion de nous retrouver, dû au Covid-19, malheureusement, et ses restrictions. Les difficultés socio-économiques qui en ont découlé aussi. Nous savons que cette pandémie n'est pas totalement derrière nous. Mais néanmoins, il faut qu'il y ait des activités économiques en général. Donc il était nécessaire d'organiser cette journée d'interaction entre les entreprises. Et c'est d'ailleurs une des raisons auxquelles nous avons limité le nombre d'entreprises ici présentes pour que nous évitions qu'il y ait un nombre important de gens présents. Mesdames et messieurs, il est de la mission de la Chambre de commerce d'organiser ce type de rencontres qui vise à rapprocher davantage les entreprises de la place et les principaux donneurs d'ordre qu'est l'armée française. Nous vous remercions en général, Monsieur le Directeur, d'être parmi nous ce matin pour que nous puissions aussi faire valoir cette relation historique qu'il y a entre la Chambre de commerce et la FFDJ. L'objectif est de permettre que les uns puissent exposer leurs activités et leurs savoirs, et les autres leurs besoins en biens et services, afin de créer des opportunités de marché et des situations favorables pour des contrats à nouer. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi cette remise de livres scolaires aux écoles arabes à Djibouti. C'est dans le cadre des relations fraternelles de coopération qui existent entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment dans le domaine éducatif. L'école saoudienne a abrité une cérémonie dédiée à la remise des livres scolaires destinés pour les écoles privées arabes à Djibouti pour cette année 2021. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du gardien de lieu saint, M. Faisal bin Sultan Al-Qabani, en présence notamment du directeur de l'école saoudienne, Mohamed bin Alian Al-Harbi, ainsi que le directeur adjoint du département arabe au ministère des Affaires étrangères, la coopération internationale, le directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle et le président de la Ligue des écoles privées arabes, en une dizaine d'enseignants. Cette initiative représente une extension du programme de coopération éducative entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, qui est un important partenaire pour notre pays dans la promotion de l'éducation arabe. On s'attend à qu'un environnement de 15 000 étudiants bénéficient de ces livres scolaires offerts par le Royaume d'Arabie Saoudite. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, la Ligue des écoles privées arabes, ont souligné l'importance tangible de ces nobles gestes qui répondent aux besoins des écoles arabes à Djibouti. Tout à fait autre chose, l'agence de voyage Bacha Travel a remis aujourd'hui un lot de maillots sportifs et de coupes de médailles à l'Agence nationale des personnes handicapées. La réception, ce lot sportif, a vu la présence du directeur général de l'ANPH, de Al Saïd, et de la PDG de l'agence Bacha Travel, Mme Hibo Bacha Hassan. Ce lot de matériel va servir pour l'organisation d'un tournoi de l'équipe de football de l'ANPH qui a joué plutôt hier après-midi un match de bienfaisance dans le cadre de la Semaine nationale de l'handicap. Dans son discours prononcé à cette occasion, la PDG Bacha Travel, Hibo Bacha Hassan, s'est entièrement fierté de pouvoir à Teli de contribuer à l'épanouissement des personnes possédant un handicap. Autre actualité, dans le cadre de la politique municipale d'embellissement de la ville de Djibouti, la campagne de plantation d'arbres orneaux et ombrageux se poursuit. Une importante dotation a eu lieu. Cette cérémonie dirigée par le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, a vu la participation de nombreuses
personnalités telles que le vice-président de la commune Hassan Salassi, du vice-président de la société civile Youssouf Hassan Mouhou, ainsi que les élus locaux et les membres du conseil des quartiers de la commune de Balbala. Ensuite, le président de la commune, suivi des vice-présidents de la société civile, a procédé à la plantation d'arbres dans la commune, montrant ainsi l'exemple aux autres. À la fin de la cérémonie, le président a procédé à une distribution des plantes aux membres des différents conseils de quartier. Direction Arta, où la région d'Arta a tenu hier une cérémonie d'inauguration de 2 projets de l'année 2020 réalisés par le conseil régional à travers un financement de l'Union européenne géré par l'Expertise France dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Les projets inaugurés sont un mini-terrain multijeux, la réhabilitation du bâtiment du conseil régional. Cette cérémonie a vu la participation du préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, du président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouhoukdela, de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Haïdan Ouara, l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Guillou, la représentante du ministère délégué chargé de la décentralisation, ainsi que les élus et les représentants des services déconcentrés, notables, ainsi que de hauts cadres de la région. La journée a débuté par des matchs de football entre l'équipe d'Arta et une équipe de l'armée espagnole qui a remporté par le trophée en battant l'équipe des forces armées. Une fois mis fin à l'inauguration du terrain de football, la délégation s'est rendue au siège du conseil régional d'Arta. Double inauguration. Donc nous avons passé la première, le terrain de foot scolaire, collège, lycée, primaire compris. Les 2 projets que nous inaugurons ce matin, la réhabilitation du conseil régional dont nous sommes ici le siège, c'est-à-dire les ressources physiques du conseil régional, qui a été rénové flambant neuf, et le terrain multidisciplinaire des jeunes dont nous venons d'inaugurer. Un des premiers projets, de longs projets initiés par l'Union européenne et le gouvernement de Djibouti. D'autres projets vont suivre. Ce sont des projets conséquents qui viennent d'être soulignés par le président du conseil régional. J'aimerais ici remercier, au nom de la population d'Arta, qui sont les premiers bénéficiaires de ces projets, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de France qui nous appuie pour le plan de développement régional présenté par le conseil régional d'Arta. J'aimerais encore une fois adresser mes vifs remerciements à l'endroit des ambassadeurs, aussi de l'Union européenne, de la France, qui appuient le gouvernement de Djibouti dans tous les programmes de développement. Eh bien, voici les propos de l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Guillot, lors de la cérémonie de réhabilitation. C'est un petit peu plus qu'un devoir, c'est un plaisir d'être toujours avec vous, venir vous rencontrer et surtout voir comment ensemble nous progressons, nous construisons, nous préparons. Et ce programme dont nous sommes venus aujourd'hui inaugurer les premières réalisations, ce programme européen réalisé par Expertise France, c'est une formidable réussite. Et cette réussite, c'est véritablement une réussite collective. Parce que tous ensemble, bien sûr la région, bien sûr l'État, l'Union européenne, la France, les entrepreneurs, les acteurs locaux travaillent ensemble à la fois pour approfondir encore la démocratie locale, pour développer l'économie et les capacités. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons inauguré des projets très différents. Certains vont bénéficier à la jeunesse et aux amateurs de sport. Ce que nous venons d'identifier, ce que nous venons d'inaugurer à l'instant au Conseil régional va bénéficier aux élus. Les nombreux projets qu'a évoqué le président tout à l'heure vont bénéficier aux entrepreneurs. Et ça, c'est très important parce que la décentralisation, il n'y a pas une seule fraction de la population qui doit en être exclue. À l'occasion de l'inauguration des 2 premiers projets de développement dans la région d'Arta, réalisés dans le cadre du programme ADIL. Le programme ADIL est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France et a une durée de 4 ans, comme vous le savez tous, je pense. Le ministère délégué chargé de la décentralisation accompagne la mise en œuvre
du programme en jouant un rôle essentiel d'interface entre les différentes parties prenantes, que sont les partenaires techniques et financiers, les collectivités locales et bien sûr les autorités publiques. Le ministère délégué chargé de la décentralisation est engagé dans un travail de longue haleine de plaidoyer dans la mise en œuvre du renforcement institutionnel et juridique du processus de la décentralisation. Sport, pour clore l'actualité nationale, victoire djiboutienne au championnat arabe d'athlétisme. Dans la catégorie cadet, le jeune djiboutien Ayale Abdillahi a remporté la médaille d'or en 1500 mètres lors de ces championnats qui s'est déroulé en Tunisie. La deuxième place est revenue aux Tunisiens et un jeune Marocain complète le podium. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, Lionel Messi a décroché pour la 7e fois le Ballon d'Or, la plus prestigieuse distinction individuelle remise à un footballeur. À Paris, il a dévancé le Polonais Robert Lewandowski et l'Italien Jorginho. Il est notamment récompensé pour avoir remporté la Copa América avec l'équipe d'Argentine. L'attaquant de 34 ans qui a quitté en août le FC Barcelone devient au passage le premier joueur du PSG sacré. C'est là, en tout cas, suffit Lionel Messi pour reléguer la concurrence qui lui se partage le Ballon d'Or avec Cristiano Ronaldo depuis 2008, quasiment sans discontinuité. Seul le Croate Luka Modric a brisé leur hégémonie en 2018. Le Polonais Robert Lewandowski, qui faisait figure de favori pour une édition 2020, a finalement annulé et rêvait sans doute d'imiter Modric. 64 buts inscrits en 2021 avec le Bayern de Munich et la Pologne étaient autant argumentés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.